Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'une victime. Beaucoup de gens aujourd'hui sont intéressés par la victimisation, ou du moins beaucoup prétendent être des victimes. La victimisation est quelque chose qui est très, on va dire, en quelque sorte, apprécié aux États-Unis dans le sens où quand une personne est une victime, eh bien, cette personne n'a plus la responsabilité de ce qui s'est passé. Une victime attire la pitié, voire même l'amour des gens. Une victime, eh bien, quand une chose mal s'est passée, on ne va pas pointer le doigt vers la victime, on va pointer le doigt vers quelqu'un d'autre. Donc, il y a beaucoup de gens qui se font passer pour des victimes. Comme ça, eh bien, ils n'ont plus la responsabilité de ce qui s'est passé. Il y a deux sortes de victimes, les vraies victimes et les faux victimes. Donc, dans cette vidéo, nous allons répondre à la question, qu'est-ce que c'est qu'une victime? Pour commencer, je dirais qu'une victime est une personne qui a subi un préjudice, une blessure ou une perte à la suite d'un événement ou d'une action spécifique. Le terme victime désigne généralement une personne qui a été victime d'une expérience négative ou nuisible, comme un crime, un accident. Il peut aussi y avoir un abus ou toute autre forme de mauvais traitement. Les victimes peuvent être des individus ou des groupes et elles peuvent subir un préjudice physique, émotionnel, voire même financier. Il est important de noter que le fait d'être une victime n'implique aucune faute de la part de la personne qui a subi le préjudice. Par exemple, quelqu'un vient voler dans votre maison. Est-ce que ça fait de vous le voleur? Non, vous êtes la victime. Maintenant, on va prendre un exemple. Voyons le cas d'Amandine. Amandine a tendance à se considérer comme une victime dans diverses situations. Elle croit souvent que d'autres essaient intentionnellement de lui faire du mal ou de la retenir, de la maltraiter. Par exemple, si elle reçoit des critiques constructives au travail, elle les interprète comme une attaque personnelle contre ses capacités plutôt que comme une opportunité de croissance. Cette mentalité de victime imprègne ses interactions avec ses amis, sa famille et ses collègues. Donc ça, c'est une personne qui se plaît à se faire passer pour une victime. Donc elle sait ce que c'est qu'une victime. Une victime, c'est quelqu'un à qui il lui arrive des choses malgré elle, des choses négatives, des choses qu'elle n'a pas provoquées, elle n'a rien à voir avec ça. Rappelez-vous le cas de la personne qui vole dans votre maison. Ce n'est pas de votre faute, vous êtes la victime. Donc il y a des gens comme ça qui portent les vêtements de la victime. Pourquoi est-ce qu'ils font ce genre de choses? Eh bien, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles une personne comme Amandine peut adopter cet état d'esprit, l'état d'esprit de la victime. Ici, on va parler de trois raisons. Eh bien, la première raison, c'est la recherche d'attention. Amandine peut se présenter comme une victime pour attirer l'attention et la sympathie des autres. En se présentant comme impuissante et en besoin de soutien, elle peut recevoir la validation et le réconfort de ceux qui l'entourent. Vous savez, les gens qui ont besoin d'amour. Oh, pauvre de moi, il m'est arrivé ça. Après, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tout le groupe qui vient les voir et qui fait oh, c'est ok, c'est ok. Ne t'inquiète pas, on est là pour toi. On va te soutenir, on va t'aider. Donc, c'est des gens qui reçoivent de l'amour de la part des gens, du soutien, de l'attention. Donc, il y a des gens qui se font passer pour des victimes pour ça. Il y a toutes sortes de victimes, hein. Par exemple, il y avait, c'était une émission à la télé qui montrait une dame qui avait plein d'enfants. Et elle était toute seule, elle n'avait pas de mari ni rien. Et on lui a demandé pourquoi est-ce que tu fais autant d'enfants? Elle dit parce que quand elle est enceinte, c'est la meilleure période de sa vie. Quand elle est enceinte, les gens, eh bien, ils la traitent différemment. Ils la traitent avec respect. Par exemple, quand il faut faire la queue pour prendre le bus, c'est toujours la première. Quand il faut faire la queue pour ci ou pour ça, les gens la laissent passer. Et puis, même quand le bébé est né, elle reçoit plein de cadeaux. Donc, elle est devenue addictée à ça. Bon, c'est pas exactement une victime, mais vous comprenez l'addiction de l'attention. Allez, elle commence à faire des enfants, des enfants. Elle va sur Tinder, elle rencontre un homme et 9 mois plus tard, un enfant, un enfant. Tout ça pour avoir l'attention. Il y a des gens, ça devient une maladie mentale, hein. Ce besoin, cette recherche d'attention, ça devient une maladie mentale. Donc, on a vu qu'il y a déjà
une raison pour laquelle les gens cherchent à se faire passer pour des victimes. Un, c'est la recherche d'attention. Deux, on va parler des expériences passées. Prenons encore le cas d'Amandine. Amandine a peut-être vécu de véritables difficultés ou des événements traumatisants dans son passé qui ont contribué à sa mentalité de victime. Ces expériences auraient pu fasciner sa perception du monde et la faire se sentir vulnérable et impuissante. Bon, il y a des gens, par exemple, ils viennent d'une famille dysfonctionnelle où ils ont vu toutes sortes de choses leur arriver, des trucs horribles qui leur est arrivé. Donc, à l'époque, ils étaient des victimes. Vous n'étiez qu'un enfant, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire. Mais maintenant, vous êtes un adulte, vous n'êtes plus un enfant. Maintenant, vous avez la capacité de vous protéger, la capacité de choisir quelle direction euh, vous allez prendre, vous allez diriger votre vie. Mais l'expérience passée les maintient comme du ciment. Ils sont comme cimentés à leur passé. Ils ne veulent pas, pour une raison ou pour une autre, ils ne veulent pas prendre la responsabilité d'être un adulte. Parce que être un adulte, c'est prendre des responsabilités. Alors que quand vous êtes un enfant, ben, une fois encore, vous êtes entre guillemets une victime parce que vous ne prenez pas de responsabilité. Donc, il y a des gens qui sont cimentés à leurs expériences passées. Il leur est arrivé ça, ça, ça et ça et ça. Et euh, ils ont trouvé, c'est un peu comme le syndrome de Stockholm, ils ont trouvé un coin confortable dans le malheur qui leur est arrivé et ils veulent rester là. Ils ne veulent pas en sortir. Et la troisième raison pour laquelle une personne peut vouloir se prendre pour une victime, eh bien, c'est un comportement appris. Prenons encore une fois le cas d'Amandine. Amandine a peut-être appris à adopter un état d'esprit de victime comme mécanisme d'adaptation, peut-être en observant d'autres personnes qui utilisent cette stratégie pour naviguer dans des situations difficiles. Au fil du temps, c'est devenu sa façon par défaut d'aborder les difficultés. Par exemple, il y a des gens comme ça, oh, s'il n'a pas reçu ça, c'est que c'est une victime. Si elle a échoué à ses examens, c'est une victime parce que les profs ne l'aimaient pas. Si elle, il y a des tas de choses qui leur arrivent et ce sont toujours des victimes. Il m'est arrivé ça, oh, c'est à cause, si ça n'a pas marché pour elle, oh, c'est une victime. Donc, ça devient un comportement appris. Donc, pour guérir et surmonter une mentalité de victime, quelqu'un comme Amandine, qu'est-ce qu'elle peut faire? Donc, si vous connaissez quelqu'un qui tout le temps se fait passer pour une victime, qu'est-ce qui peut, entre guillemets, sauver cette personne? Qu'est-ce qui peut empêcher cette personne de plonger dans ce néant de la victimisation? Eh bien, ici, on va parler de 5 points. Le 5 points commence par la suivante. Le point numéro 1, c'est l'introspection. On parle encore du cas d'Amandine. Amandine devrait réfléchir à ses expériences passées et explorer comment elles ont influencé son état d'esprit actuel. Comprendre les causes profondes de sa mentalité de victime peut être une étape essentielle vers la guérison. Donc, il est important de regarder ce qui s'est passé dans votre passé et ça va vous aider à comprendre pourquoi est-ce que vous agissez de la manière dont vous agissez aujourd'hui. Par exemple, une personne qui avait été battue par, on va dire, ses parents, entre guillemets, bon, ça, c'est une victime. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, à chaque fois que vous vous retrouvez en face d'une autorité, que ce soit au travail, même dans la rue, la police, etc., vous devez nécessairement prendre le masque de la victime. Donc, l'introspection, c'est important. Le deuxième point pour se sortir de cette mentalité de victime, c'est la thérapie. La recherche d'aide professionnelle, comme une thérapie, peut fournir à une personne comme Amandine un espace sûr pour développer ses émotions, pour les explorer, pour remettre en question son état d'esprit de victime. Et elle peut aussi développer des perspectives et des mécanismes d'adaptation plus sains. Un thérapeute peut l'aider à découvrir les problèmes sous-jacents et la guider vers sa croissance personnelle. Donc, une thérapie, c'est important. La thérapie est là pour... c'est comme si vous étiez un jouet cassé et il est là pour remettre les pièces en place. Le point numéro 3, c'est l'autonomisation et la confiance en soi. Autonomisation et la confiance en soi. Amandine peut travailler à renforcer son estime de soi et sa confiance en soi. S'engager dans des activités qui favorisent la croissance personnelle et le succès peut l'aider à retrouver un sentiment de contrôle sur sa vie.
Développer une image de soi positive et cultiver une croyance en ses propres capacités peut être transformateur. Donc, dans les faits, qu'est-ce qu'elle peut faire? Eh bien, elle peut par exemple commencer par prendre des cours dans lesquels elle se sent à l'aise. Si par exemple elle aime la cuisine, elle peut prendre des cours de cuisine. Si elle aime les trucs des mécanismes, des cours d'ingénieur, si elle aime le droit, des cours de droit, etc. Et elle va être pendant plusieurs années, dans une atmosphère qui lui est favorable parce qu'elle apprend des choses qu'elle aime. Elle est entourée de personnes qui apprécient ce genre de lecture, ce genre d'apprentissage. Ça peut être des cours, mais ça peut aussi être couper les ponts avec les personnes négatives, choisir ses loisirs. Qu'est-ce que vous regardez à la télé? Quel genre de musique vous écoutez? Quel genre de livre vous regardez? Choisir ça avec soin. Ne pas, parce que même les loisirs, ça peut être en quelque sorte des mauvaises compagnies. Donc, l'autonomisation et la confiance en soi. Croire en soi, être autonome, faire tout ce qu'elle peut pour être autonome. Par exemple, apprendre à conduire. La, Apprendre à conduire, ça aide à être autonome. Le point numéro 4, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience et le changement de perspective. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Amandine peut pratiquer la pleine conscience pour devenir plus consciente de ses pensées et de ses émotions. En remettant en question les schémas de pensée négatifs et déformés, elle peut apprendre à recadrer les situations et à les voir sous différents angles. Cela peut l'aider à se libérer de la mentalité de victime et à trouver des moyens plus constructifs de faire face aux défis. Par exemple, elle peut se dire, bon, ce qui m'est arrivé dans le passé, j'étais une enfant, il n'y a pas grand-chose que je pouvais faire. Mais maintenant, je suis une adulte, j'ai le pouvoir de ne plus permettre à ce genre de choses de se passer. Ou alors quelqu'un qui a eu une mauvaise rencontre amoureuse, qui a cassé avec son amoureux, amoureuse, peut se dire, bon, bah, voilà ce que j'ai appris de ma relation. J'ai appris que quand telle ou telle personne agit de telle manière, eh bien, ce n'est pas bon. C'est à ce moment-là que je dois partir. Donner des secondes chances à l'infini, ça marche pas. Ou il y a des gens, mettre au monde des enfants en espérant garder le conjoint, enfin garder l'autre personne, ça aussi, ça marche pas. Parce que quelqu'un qui ne veut pas de vous, ne veut pas de vous. Vous pouvez lui faire 350 millions de bébés, ça va pas le garder. Et donner des secondes chances, à chaque fois que vous donnez une seconde chance, une seconde chance, une seconde chance, une personne qui est narcissique, chaque seconde chance que vous lui donnez, pour lui, dans sa tête, ça veut dire ce qu'il a fait est bien, vous lui permettez de recommencer. Donc, ça, c'était le quatrième point. C'est le point qui parle de la pleine conscience et du changement de perspective. Enfin, le cinquième point, c'est un réseau de soutien. Le fait de s'entourer d'un réseau de soutien composé d'amis, de membres de sa famille ou d'un groupe de soutien peut encourager quelqu'un comme Amandine à comprendre ses efforts et à prendre aussi des efforts. Partager des expériences avec d'autres personnes qui ont surmonté des défis similaires peut offrir une validation et une inspiration. Ce genre de choses, ça marche. Vous savez par exemple dans quoi? Dans la perte de poids. Il y a des gens, perdre du poids d'eux-mêmes, c'est difficile. Donc, ils vont dans des clubs de soutien. Donc, vous avez les Weight Watchers, Slim World, etc. Il y a plein de clubs de soutien, en particulier dans les grandes villes, qui aident les gens, où les gens se rassemblent et ils parlent de leurs défis qu'ils ont et comment ils arrivent à surmonter leurs défis et ça les aide. Donc, vous avez ça pour les histoires de perte de poids, les histoires d'alcooliques anonymes, toutes sortes d'addictions en fait, hein. Donc, des réseaux de soutien. Donc, le premier soutien, normalement, ça doit être votre famille. Donc, si vous avez une bonne famille, tant mieux, ça va marcher. Mais si la famille, ben, c'est parti en cacahuète, et ça peut être des amis ou même des professionnels, hein. Il est important de noter que la guérison d'une mentalité de victime prend du temps et des efforts. Quelqu'un comme Amandine devrait être patiente avec elle-même et célébrer même les petits pas vers la croissance personnelle et la résilience. Maintenant, on va répondre à la question: pourquoi certaines personnes sont-elles obsédées par la victimisation? Eh bien, le concept selon lequel les gens sont obsédés par la victimisation est un sujet important. Ça peut aussi être interprété de différentes manières. Cependant, il est important d'aborder ce sujet avec empathie et d'éviter les généralisations. Voici quelques raisons potentielles, donc ici, pour lesquelles certaines personnes pourraient présenter des comportements qui semblent être une obsession à la victimisation.
Donc ici, je vais parler de 6 points. Point numéro 1, traumatisme passé. Les personnes qui ont vécu un traumatisme important ou des événements indésirables de la vie peuvent développer une mentalité de victime comme moyen de faire face à la douleur. Ils peuvent ressentir un sentiment d'impuissance et trouver du réconfort à s'identifier à une victime, car cela leur fournit un cadre pour comprendre leurs expériences. Donc, le point numéro 1, c'est un traumatisme passé. Le point numéro 2, comme je l'ai déjà dit, attention et validation. Certaines personnes peuvent rechercher l'attention et la validation des autres en se présentant comme des victimes. Ils pourraient croire qu'en mettant l'accent sur leur souffrance, ils peuvent obtenir la sympathie, le soutien ou un traitement spécial de ceux qui les entourent. Donc, point numéro 2, attention et validation. Point numéro 3, formation de l'identité. Pour certaines personnes, l'adoption d'une identité de victime peut devenir un aspect central de leur perception de soi. Ces gens-là peuvent utiliser le statut de victime comme moyen de se définir et d'établir un sentiment d'appartenance au sein d'un groupe social spécifique qui gravite autour d'expériences communes de victimisation. Donc, dans le groupe, il va y avoir celui-là c'est le héros, celui-là c'est ci, celui-là c'est ça, et celui-là c'est la victime. Donc, ce sont des gens qui prennent leur place en portant le masque de la victime. Ils sentent qu'ils font partie d'un groupe. Point numéro 4, externalisation de la responsabilité, ou je dirais rejet de la responsabilité. Adopter un récit de victime peut absoudre les individus de la responsabilité personnelle de leurs actions ou de leurs circonstances, en attribuant leurs défis uniquement à des facteurs externes ou à d'autres personnes. Ils évitent de confronter leur propre agence et les domaines potentiels de croissance ou de changement personnel. Ils vont dire: oh, c'est pas de ma faute, t'as vu comment j'ai grandi avec toute la souffrance que j'ai, qu'est-ce que tu penses que je vais faire? C'est pas de ma faute, regarde mon passé, il m'est arrivé ça, ça, ça. Ça, c'est le rejet de la victime, de la responsabilité. Point numéro 5, facteurs sociaux et culturels. Les dynamiques sociétales et culturelles peuvent jouer un rôle dans la promotion d'une mentalité de victime. Certaines cultures ou sous-cultures peuvent accorder la priorité à la victimisation comme un moyen de remédier aux injustices historiques ou aux problèmes systémiques. En outre, la disponibilité de plateformes pour exprimer des griefs, telles que les médias sociaux, peuvent contribuer à l'amplification des récits des victimes. Par exemple, je pense qu'il y avait un cas comme ça aux États-Unis où des jeunes vont voler dans un magasin. Après, la police les arrête et les met en prison. Enfin, comment on appelle ça? Dans le commissariat de police. Alors eux, pour, euh, pour ne pas avoir subir enfin, le jugement et tout ça, ils disent: oh, ils nous ont arrêtés d'une manière comment dire, forcée, ils nous ont mis des menaces, ils nous ont fait ça, ils nous ont mis des menottes, ils nous ont fait ci, ils nous ont fait ça. Oh, c'est à cause de la couleur de notre peau, c'est parce qu'on est différent, etc. Donc, ils ne prennent pas responsabilité de ce qu'ils ont fait, du vol qu'ils ont fait. Ils essaient de détourner l'attention sur un autre sujet. Donc, ça, c'est le côté facteur social et culturel. Et enfin, le point numéro 6, c'est les biais cognitifs. Qu'est-ce qu'un biais cognitif? Les gens sont sujets à des biais cognitifs tels que les biais de confirmation qui peuvent les amener à se concentrer de manière sélective sur et à interpréter les informations qui renforcent le récit de leur victime. Cela peut perpétuer un cycle de victimisation et entraver la capacité de voir des perspectives alternatives ou des solutions potentielles. Donc, on se dit par exemple que telle personne qui vient de tel pays est nécessairement intelligente. Telle personne qui vient de tel pays est nécessairement bête. Telle personne qui vient de tel pays, il lui arrive toujours des malheurs, donc c'est une victime. Tout ça, ce sont des biais cognitifs. C'est des préjudices, en fait. Ouais, c'est ça le mot. Des préjudices. Donc, certaines personnes utilisent les préjudices pour à leur avantage. Par exemple, quand vous pensez aux gypsies en train de mendier, une femme gypsy dans la rue en train de mendier, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une victime. Mais est-ce qu'elle est vraiment une victime? La plupart ne le sont pas. La plupart sont en train de mendier, mendier, mais après l'argent, euh,
C'est beaucoup d'argent qu'elle récolte à la fin du mois, beaucoup plus que certaines personnes qui travaillent et elles font la fête avec ça, elles s'amusent bien, hein. Je dis pas que tout le monde fait ça, mais il y en a beaucoup qui sont dans cet état. Donc, c'est pas parce qu'une personne vient d'un tel milieu social que cette personne est nécessairement une victime. Mais malheureusement, c'est comme ça que généralement le monde extérieur voit cette personne. Donc, il est important de noter que tous ceux qui prétendent être des victimes ne sont pas nécessairement obsédés par cela. Certaines personnes font véritablement face à des défis ou à des difficultés importantes, et leur identification en tant que victime peut découler d'expériences valides. La compréhension et l'empathie peuvent aider à favoriser le dialogue et à combler les écarts entre les différentes perspectives. Donc, il y a des gens qui font semblant d'être des victimes, mais il y a aussi des gens qui sont des vraies victimes. Comment faire la différence entre les deux? Eh bien, il faut discuter avec eux, il faut parler avec eux, il faut essayer de les comprendre, voir d'où ils viennent, quelle est leur perspective. Et ça va vous aider à déterminer qui est le vrai et qui est le faux. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. Dans la deuxième partie de cette série, nous allons parler du complexe de persécution. C'est assez proche de la victimisation, mais il y a une petite différence. Et après, nous verrons euh, quel est le lien entre la victimisation et le complexe de persécution. Euh, Ces deux concepts sont bien différents, mais pourtant ils partagent des traits communs. Ça, c'est ce qu'on verra. En attendant, merci d'avoir écouté cette vidéo et avant de partir, je vous invite à vous abonner. Merci et à bientôt.